Hello, mes chers amis, bonjour, bonsoir, ici c'est Fred John, votre présentateur. Ici, nous allons reprendre notre conversation sur la terre Mulenge. Alors, je vous invite une fois de plus à cette discussion sur la terre Mulenge, notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons reprendre notre chapitre 2 sur la Constitution, notre chapitre 1er plutôt, sur la Constitution, section 3, sur le peuple. Et aujourd'hui, nous allons parler du peuple, le peuple Banyarwanda dans les territoires du Sud Kivu à l'est de la RDC. Et nous allons diviser la section en deux parties. La partie interne, c'est-à-dire du point de vue interne, qu'est-ce que les constitutions ou les documents, qu'est-ce que les documents congolais disent sur les populations d'origine rwandaise. Et ensuite, nous allons voir ce que les alliés de Banyarwanda ou bien la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle dit à propos des populations dites Banyarwanda vivant ou résidant sur les sols congolais. Alors, nous avons parcouru déjà les trois premières sections. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons entamer la section interne sur les populations. Et ainsi donc, nous allons présenter la vérité sur les Banyarwanda. Certains Congolais, d'autres non Congolais, puisque un pays qui est entouré par 9 autres pays ne peut pas manquer des immigrants à l'intérieur de ces territoires, de ces frontières. Ainsi donc, c'est un fait non seulement historique, que nous avons des Banyarwanda non Congolais sur les sols congolais, et nous avons aussi des Banyarwanda devenus Congolais à cause ou bien sur base du deuxième mode d'acquisition de la nationalité congolaise comme défini dans les constitutions de la dite République. Alors, comme il n'existe pas une tribu Mulenge, nous l'avons démontré depuis le début, il n'existe pas une tribu Mulenge. Donc, il n'existe pas aussi une tribu Tutsi ou une tribu Hutu ou une tribu Twa, ni au Burundi, ni au Rwanda. Alors, c'est une question que nous devons débattre et que nous sommes en train de débattre depuis le début dans cette chaîne YouTube. Nous sommes en train de débattre cette question. S'il n'existe pas une tribu Mulenge, une tribu Tutsi, une tribu Hutu ou une tribu Twa, pourquoi les Banyarwanda qui vivent ou qui sont devenus des Congolais, pourquoi ils insistent qu'ils doivent être appelés ou identifiés comme le peuple de Mulenge? C'est ça la question qui intrigue tout le monde, mais pas nécessairement les populations d'origine, les Bavira, les Bafulero, les Babembe, les Bashi et les Barega, mais surtout ça intrigue la communauté internationale, mais pas nous. Mais c'est pourquoi nous avons cette obligation d'éduquer la communauté internationale, même si ils font la sourde oreille, et aussi une partie des Congolais qui font la sourde oreille de nous entendre, de nous écouter, de nous comprendre que nous, les populations d'origine autochtones à l'est du Congo, nous ne sommes pas contre les Banyarwanda. Comme tout citoyen, comme tout national, ils ont le droit de devenir des Congolais, mais suivant la Constitution. Ainsi, les constitutions sont là et ils définissent très bien qui sont les Congolais d'origine et qui ne le sont pas. Ainsi, nous allons commencer par les documents légaux. Nous allons regarder ce que les auteurs, les chercheurs et les historiens étrangers ont écrit sur les populations d'origine rwandaise vivant sur les sols congolais, surtout à l'est de la RDC. Et nous allons aussi
parcourir encore une fois de plus les documents que les Banyarwanda eux-mêmes ont écrits sur leur propre identité. Mais si aujourd'hui ils continuent à falsifier l'histoire pour dire qu'ils sont une population d'origine congolaise, ce qui n'est pas le cas. Donc ils poursuivent un intérêt ou un plan que nous appelons un plan hégémonique qui bien sûr a un lien avec le découpage territorial ou l'annexion d'une partie du territoire du Congo à leur espace historique qu'ils aimeraient établir dans le futur, ou l'espace Tutsi, qui va reprendre l'espace du nord au sud de l'Ouganda jusqu'à la frontière avec la Tanzanie. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de savoir si est-ce que ce qu'ils disent c'est une vérité ou non. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ainsi, donc, nous allons parler des documents légaux au Congo. Qu'est-ce que ce document nous dit sur les populations d'origine rwandaise? Et si nous allons commencer par la constitution du 1er août 1964, bien sûr, il y a eu la constitution de 1960, mais nous allons commencer par la constitution du 1er août 1964 qui stipule à l'article 6, je cite, « Il existe une seule nationalité congolaise ». Ça, c'est paragraphe 1. Paragraphe 2, il est dit qu'il est attribué à la date du... excusez-moi, laissez-moi voir ici ce qui est écrit ici. Il est attribué à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie des tribus établies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Alors, dans cet article 6, qui a 2 paragraphes, nous pouvons relever certains éléments, dont ascendant. Ascendant veut dire une personne dont la ligne d'ascendance remonte à la génération précédente. Qu'elle soit une génération ou plusieurs générations, mais au moins nous savons qu'on peut aller jusqu'à un certain nombre de générations pour découvrir si cette personne est appartenue à ce groupe ethnique. Aussi, nous avons dans cet article aussi une tribu. Il parle d'une tribu. Si une personne a été membre d'une tribu ou une partie d'une tribu, ça veut dire qu'il y a un espace géographique qu'il contrôle et gouverne, puisqu'une tribu, vous vous souvenez, au Congo, plus particulièrement sur les territoires congolais, une tribu ne pouvait pas exister sans un territoire géographique. Et ça n'a jamais existé, puisque nous allons voir, et comme nous avons vu aussi auparavant, que l'État indépendant du Congo était constitué par des royaumes. Et ces royaumes, chaque royaume était une tribu qui était contrôlée par un roi, un souverain. Et ces rois-là étaient le chef, les garants de la tribu, de la langue et du groupe composé de personnes et une langue et une tribu et des valeurs, une tradition propre à eux. Et ainsi, nous avons un troisième élément qui dit le territoire du Congo avant 1908. Donc, nous parlons ici de l'État indépendant du Congo. Et si l'État indépendant du Congo est formé des royaumes indépendants, l'un de l'autre, donc ce n'était pas des royaumes qui étaient assemblés, mais ils sont devenus des ensembles ou un ensemble des États tribaux ou des royaumes qui ont formé l'État indépendant du Congo, qui est devenu après 1908 le Congo belge et après ça la RDC que nous connaissons aujourd'hui. Donc ces éléments-là, les ascendants, un membre qui doit être, donc un des ascendants, il doit être une tribu ou partie d'une tribu, et ensuite les territoires du Congo avant 1908. Donc si toute personne qui vit sur les sols congolais aujourd'hui, qui ne fait pas partie du deuxième mode d'acquisition de la nationalité congolaise, une personne ou tout un groupe de personnes qui ne remplissent pas les 3 conditions, donc cette personne-là ne peut pas être identifiée comme un Congolais d'origine. Ça, c'est l'article 6 de la Constitution du 1er août 1964.
Ce qui est possible qu'il y avait des populations qui ne remplissaient pas ces conditions, bien sûr. C'est pourquoi parce que les paragraphes 3 et 4 nous informent qu'il existait des populations qui n'étaient pas des populations d'origine. Puisque si ces populations existaient ou étaient des populations d'origine, alors l'existence des paragraphes 3 et 4 n'a pas de sens. Mais puisque les paragraphes 3 et 4 existent, puisqu'il y a eu d'autres populations qui n'étaient pas des Congolais d'origine, qui ne remplissaient pas les trois conditions. Ascendant, tribu, partie d'une tribu, et territoire avant 1908. C'est pourquoi nous avons la présence de paragraphes 3 et 4. Nous nous souviendrons que les deux paragraphes qui suivent, c'est-à-dire 3 et 4, font partie du même référendum constitutionnel tenu à Lualabo, aujourd'hui Katanga, du 25 juin au 10 juillet 1964. Il ne constitue pas un fait isolé, adopté par les rois ou les Bami ou les indigènes Bavira, Rega ou Fuliru ou Chi ou Bembe. Ce ne sont pas les Bami, ce ne sont pas les populations tribales Bavira, Bafulero, Babembe, Barega ou Bashi qui ont défini les deux autres paragraphes pour dire que voilà, ces populations-là étaient contre le Banyarwanda. Mais souvenez-vous, c'était un référendum constitutionnel. Donc, il y avait des leaders qui s'étaient assis et discutés et découvert qu'il existait des populations qui n'étaient pas les Congolais d'origine. Ainsi, ils ont prévu les deux autres paragraphes de cet article 6 pour définir exactement qui étaient ces populations-là. Ainsi, nous allons lire ces paragraphes, paragraphe 3 et paragraphe 4. Alors, le paragraphe 3 lit ceci, je cite, « Toutefois, celles des personnes visées à l'alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère, à la date de l'entrée en vigueur de la présente constitution, n'acquièrent la nationalité congolaise que si elle la réclame par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et qui, si, du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère. » Ce qui veut dire qu'ils reprennent la même définition du paragraphe premier qui dit que la nationalité congolaise est unique. Elle n'est pas double. Donc, nous savons qu'il y avait des populations Banyarwanda en 1908 et en 1960, la date de l'indépendance. Mais puisque nous faisons une rétrospection, nous retournons en 1908, s'il y avait des populations en 1908 sur les sols congolais, ces populations-là n'étaient pas des Congolais d'origine, mais elles étaient des populations venues sur les terres, mais ils étaient des sujets d'autres rois. Et ces rois-là, c'était des rois qui étaient à l'extérieur des territoires géographiques du Congo ou de l'État indépendant du Congo. C'est pourquoi il est défini ici dans ce paragraphe 3 que s'il existe des populations qui ont une autre nationalité étrangère, et une nationalité étrangère avant 1908 était déterminée par l'appartenance à une tribu ou l'appartenance à un roi. Or, les populations du Burundi qui étaient sur les sols congolais ou les sols de l'État indépendant du Congo avant 1908 étaient des populations qui appartenaient au roi du Burundi, donc ils étaient des sujets burundais. Ainsi, ils avaient une nationalité propre burundaise. De la même façon, les populations qui étaient sur les sols congolais venues du Rwanda, ils étaient reconnus et identifiés comme des populations d'Iwa du Rwanda à ce temps-là, ou bien des sujets rwandais. Mais on devait quand même les considérer puisqu'ils étaient maintenant sur les sols congolais. Mais ils n'étaient pas des populations d'origine puisqu'ils ne remplissent pas les trois premières conditions dans le paragraphe 2. Là où il parle de l'ascendance, faire partie d'une tribu et faire partie d'un territoire qui a existé avant 1908. Puisque la tribu est connectée à un espace géographique avant 1908. Et paragraphe 4 lit, elles devront faire la déclaration dans les délais de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente constitution si elles sont âgées de 21 ans au moins à cette date. Si elles ne sont pas âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans les délais de 12 mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge.
Ainsi, ici encore, il nous donne une clarification sur quelles sont les conditions pour cette personne-là qui a moins de 21 ans ou qui a 21 ans. Mais si la personne a moins de 21 ans et qui se trouve sur le sol congolais, il doit déclarer individuellement, pas collectivement, individuellement, il doit déclarer pour réclamer ou demander la nationalité congolaise. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que vraiment les Banyarwanda qui étaient sur le sol congolais avant 1918, est-ce qu'ils avaient déclaré cette nationalité individuellement? Ou bien quand ils ont atteint l'âge de 21 ans, est-ce qu'ils ont fait cette déclaration individuellement selon la loi ou selon les lois? Mais au moins nous savons que déjà, juste avec cet article, il n'est pas possible qu'il ait existé des Banyarwanda d'origine sur le sol congolais, puisqu'il n'y avait pas une tribu Banyarwanda sur le sol congolais avec un territoire spécifique géographique. Puisque chaque tribu qui est sur le sol congolais, même aujourd'hui, a un roi, a un souverain, avec un territoire géographique bien délimité, avec des frontières, avec d'autres tribus environnantes. Mais les Banyarwanda n'ont jamais eu cette privilège d'exister comme un territoire spécifique avec un roi ou Mwami sur le sol congolais. Mais avançons. Sur l'article 1er de la loi numéro 887/010 du 1er août 1987, ici c'est 3 ans après celle de 1900, ici c'est de 64 à 1987, ça fait au moins 13 ans, 23 ans après la Constitution de 1964, stipule que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit acquise par l'effet de la nationalisation, de l'option de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en RDC. Ça, c'est la Constitution de 1987, 23 ans après celle de 1964. Donc, les constitutions de la RDC maintiennent qu'il existe une congolité d'origine. N'est pas que puisqu'elle est supérieure à la congolité d'option ou bien par l'effet de la naturalisation, mais non, puisqu'elle veut mettre une distinction entre les gens qui ont constitué l'État du Congo, puisqu'ils existaient déjà comme des États séparés, des États indépendants, avec les gens ou les États qui sont venus plus tard. Et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de la haine en faisant ça. Mais les Banyarwanda et leurs alliés continuent à maintenir que non, si vous nous séparez, ça veut dire que vous êtes contre nous. Mais ici, nous sommes en train de lire les documents légaux de la RDC depuis 1908 jusqu'à ces jours. S'agissant de la nationalité d'origine, une personne peut être congolaise par appartenance, par filiation ou par présomption de la loi. Les problèmes que les Congolais, les résidents d'origine rwandaise ont avec le reste des Congolais, c'est le cœur du premier monde. Celle d'origine, l'acquisition de la nationalité congolaise par le fait d'être là originellement avant 1908. Tous les Banyarwanda congolais, émigrants, résidents, connus ou illégaux par le fait de la proximité des frontières avec 9 autres pays, refusent d'admettre qu'il n'existe pas de Banyarwanda d'origine congolaise en RDC. C'est ça l'aîné du problème que nous avons et c'est pourquoi nous avons établi que nous devons éduquer et nous devons informer les gens qu'il n'existe pas de Banyarwanda d'origine congolaise. Puisque vous ne pouvez pas être un Munyarwanda d'origine congolaise et un Munyarwanda d'origine rwandaise si vous n'avez pas une terre ou un royaume sur le sol congolais. Et c'est ça le problème que nous sommes en train de débattre et nous continuons à débattre ce problème puisque nous ne voulons pas que nos enfants et nos arrière-enfants et nos petits-enfants continuent de se battre sur quelque chose qui est fausse. Et les Banyarwanda sont en train de continuer à éduquer leurs propres enfants que non, nous avons existé comme des Congolais d'origine. Mais vous ne pouvez pas être des Banyarwanda et en même temps être des Congolais avant 1908. C'est impossible. C'est impossible puisque si vous étiez un Munyarwanda avant 1908 sur le sol congolais, vous étiez sujet du roi du Rwanda. Puisqu'il n'y avait pas un Rwanda
sur les sols congolais avant 1908. Mais il y avait un Mufulero puisqu'il y avait les terres Bafuliro. Il y avait un Muvira puisqu'il y avait une terre Vira. Ou les pays d'Uvira comme on l'appelle. Il y avait un Bembe puisqu'il y a une terre Bembe. Il y avait un Rega puisqu'il y a une terre Rega. Il y a un Mushi puisqu'il y a une terre Mushi. Mais s'il y a un Rwanda sur les sols congolais avant 1908, ça veut dire qu'il y avait une terre Rwanda sur les sols congolais. Or, cette terre n'a jamais existé. Donc, il ne peut pas avoir une population rwandaise qui est congolaise s'il n'existe pas une terre rwandaise sur les sols congolais. Et je ne sais pas si vous me suivez, vous allez excuser ma répétition ici, mais nous voulons faire quand même une déclaration pour que les gens puissent quand même comprendre de quoi est-ce qu'ils parlent. Alors, nous venons de citer des constitutions. La troisième constitution, c'est la loi numéro 11/002 du 20 janvier 1911 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 1906. Titre 1, chapitre 2, sur la nationalité, à son article 10, stipule que, je cite, « La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant toute personne appartenant aux groupes ethniques. » Ça, c'est la constitution du 20 janvier 1911. Donc, nous sommes en train de reprendre les constitutions et vous allez voir que toutes les constitutions reprennent cette notion-là d'originalité. Non pas puisqu'ils sont contre le Banyarwanda, mais puisque c'est ça la vérité. Donc, la constitution du 20 janvier 1911, article 1er, titre 1er, chapitre 2, article 10, stipule la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement RDC, à l'indépendance. Les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu. Donc, une personne et un territoire, ils sont liés. S'il existait un territoire sans personne, ou s'il existait des personnes sans territoire, ces deux éléments, s'ils ne sont pas ensemble, ils ne constituent pas un élément de cet article. Donc, il n'y a pas une équivoque ici, ou confusion, à moins que la personne ait des motivations diaboliques contre la RDC. L'article s'adresse aussi bien aux Congolais qu'aux étrangers. Regardons d'après la composition de cet article, l'article 10 de la Constitution de 1911, qui fait la révision de certains articles de la Constitution de 2006. Nous savons que dans cet article, il y a les groupes ethniques, il y a les personnes, c'est écrit au pluriel, ce n'est pas au singulier. Il y a les territoires au singulier, donc les personnes et les territoires. Donc il faut qu'il y ait l'existence d'un territoire, et à l'intérieur de ces territoires, il y a des personnes. Or, nous savons que chaque territoire, avec ces personnes, constituait une tribu. Et quatrièmement, devenir les Congo à l'indépendance. C'est-à-dire que ce sont des territoires indépendants qui ont formé, à la date de l'indépendance, les Congos que nous connaissons aujourd'hui. Les personnes et les territoires. Les personnes au pluriel, et ces personnes appartenaient aux groupes ethniques. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a ces mariages-là. Les groupes ethniques sont formés de personnes, et les personnes vivent sur un territoire bien déterminé. Mais bien sûr, ici, l'article ne mentionne pas que les territoires et les personnes qui vivent sur les territoires doivent avoir un leader. Un leader dans l'histoire de la RDC, ce sont les rois ou les Mwami. En d'autres mots, chaque territoire et ses personnes étaient des entités indépendantes dirigées par un monarque ou un roi ou un souverain garant de la langue, de la culture, de la coutume et protecteur de l'espace géographique légué par les ancêtres conquérants. Il est donc aberrant qu'une personne qui s'identifie par les termes Tutsi, Hutu, Mnyarwanda ou même Murundi réclame une congolité d'origine. Cette congolité d'origine a toujours été liée à l'appartenance ethnique et territoriale.
et n'a jamais été une option. Cet article ici ne parle pas des options, que soit vous appartenez aux groupes ethniques ou soit vous appartenez à un territoire. Non, ce qu'il dit, c'est que l'article dit que vous devez appartenir aux deux. Vous devez appartenir à un groupe ethnique et avoir un territoire. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre, donc vous n'êtes pas un Congolais d'origine. C'est ce que la Constitution nous dit, c'est ce que l'article 10 de cette Constitution nous dit ici. Là, c'est là où se pose le problème avec les Banyarwanda, sur le territoire congolais. Chaque fois quand nous entrons dans les guerres historiques pour déterminer qu'est-ce que l'histoire nous dit, c'est là où ils perdent. Ils ne sont pas contents, alors ils recourent à la communauté internationale pour essayer de diaboliser les autres. Pour dire que non, ils sont contre eux. Alors, nous n'avons pas encore trouvé jusqu'à ce jour un lien quelconque entre le peuple Munyarwanda et les terres ancestrales rwandaises sur l'étendue du sol congolais, ou celui même de la communauté ou des territoires communément appelés les Ici ou l'État indépendant du Congo. Peut-être nous en trouverons un jour, mais jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé un lien quelconque entre les populations Banyarwanda et un territoire originellement congolais qui appartenait aux groupes ethniques avant les Blancs et qui est devenu partie prenante de l'État indépendant du Congo, devenu le Congo belge, devenu la RDC. Nous n'avons pas encore trouvé ça. Donc, si une population quelconque ne peut pas avoir un territoire, donc elle ne peut pas s'identifier comme des populations congolaises d'origine. Si Moulenga appartenait au Banyarwanda, elle serait alors leur capitale. Et ils n'habiteraient que dans cette capitale à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Puisque les Bavira ont un capital, les Bafulero ont un capital, les Babembe ont un capital, les Bashi ont leur capital. Mais les Banyarwanda, s'ils disent que non, voilà, nous étions des populations d'origine, ils n'ont pas un capital. Quel est le capital de Banyarwanda au Congo, à l'est du Congo? S'ils réclament qu'ils sont des Moulengue, est-ce que Moulengue c'est leur capital? Si Moulengue était leur territoire, quelle est la capitale de Moulengue? La source de Moulengue existe encore jusqu'à aujourd'hui. Elle s'appelle Kigundu Kiangabwe. Il y a une origine, il y a un espace bien propre là où résidait le chef Moulengue avant qu'il ait été conquis par les Bafulero. La source se trouve encore là. So, les membres de cette famille Moulengue existent encore, mais ayant perdu leur langue, ils se seraient avalés par leurs concurrents, les Bafulero, et aujourd'hui ils font partie des Bafulero puisque maintenant ils parlent le Kifulero. Ils ont perdu leur tradition puisqu'ils étaient conquis exactement de la même façon que les Nyiginya, les clans Nyiginya faisaient au Rwanda, dans l'ancien Rwanda. Ils occupaient un territoire et les populations et ils les avalaient et ces populations-là devenaient des Banyarwanda. Mais ça n'a pas encore fait, ça n'a pas encore pris place au Congo. Ça n'a jamais pris place au Congo. Et j'espère que ça en prendra place au Congo. Alors, les Banyarwanda eux-mêmes refusent qu'ils ne sont pas liés à Moulengue. Alors, s'ils ne sont pas liés à Moulengue, pourquoi ils réclament qu'ils sont des populations de Moulengue? Si vous n'avez rien en commun avec Moulengue, pourquoi vous devez réclamer que vous êtes des Moulengue? Bon, nous savons qu'au Rwanda, les clans Nyiginya avaient conquis certains peuples et clans et les avaient incorporés dans la société devenue rwandaise. Mais, excepté en RDC où les Banyarwanda vivant au Sud Kivu réclament et semblent apparaître de nulle part, dans aucun livre d'origine, d'histoire, dans aucune littérature, où il n'existe même pas une légende de Banyarwanda Moulengue, comme ils ont enseigné leurs enfants au Rwanda, puisque au Rwanda, nous savons qu'il y a une légende de Gihanga, qui a eu des fils qu'on appelle les Gahutu et les Gatusi. Mais au Congo, il n'existe pas une légende de Banyarwanda avec des fils. Mais c'est au Rwanda qu'on connaît qu'il existe une légende où un certain Rwanda, Gihanga, le fondateur
du royaume Rwanda a eu des enfants, et un des enfants était appelé Gahutu et l'autre était appelé Gatusi. Ça, c'est une légende. Mais il n'y existe pas une légende au Congo. Mais au moins, s'il existait une, il devait appartenir à Mulenge. C'est-à-dire que les Banyarwanda aujourd'hui, s'ils disent que nous sommes des Banyamulenge, alors vous devez accepter que vous êtes les descendants des Mulenge. Or, ils refusent qu'ils ne sont pas des descendants des Mulenge. Alors, ça, c'est la partie documentaire, les documents légaux, les constitutions. Ils définissent qu'il n'existe pas de Banyarwanda d'origine congolaise. Mais il existe des Banyarwanda maintenant congolais aujourd'hui par le fait du deuxième mode d'accusation par naturalisation. Mais pas par le fait puisqu'ils existaient comme peuple ethnique avec un territoire. Ces territoires, nous avons démontré dans les sections précédentes qu'il n'existe pas un territoire Banyarwanda ou un territoire Rwanda avant 1908 sur le sol congolais. Parlons maintenant des recherches historiques et sociologiques par les étrangers. Nous avons certains étrangers qui ont écrit sur les populations et les sols congolais. Nous avons par exemple M. I.G. Vandoude dans le district de Kivu 1908 à 1922 avait donné une liste des peuples de la province, des Bahololo, des Babembe, des Bagoma, des Babwari, Babuyu, Bavira, Bafulero, Balega, Bashi, Bahamba, Baswaga, Batalinga, Bashu, Banyanga et Bahunde. Tous ces peuples ont chacun une tradition et un territoire, des rites ancestraux, des totems et un roi ou un monarque. Les Banyarwanda congolais, s'il faut les appeler comme tels, ne remplissent aucune de ces caractéristiques. Il n'y a nulle part les Banyarwanda ou les peuples identifiés comme originaires de Mulenge devenus Banyarwanda ou Tutsi au Congo, avant ou après 1908. Il n'existe pas. Il est donc irresponsable pour un Congolais, femme, homme, jeune, adulte, politicien ou commerçant, ambassadeur ou militaire, d'identifier un Munyarwanda par ce nom de Mulenge. C'est vraiment un crime. Pour un Congolais, une personne fière d'être un Congolais ou une Congolaise, d'identifier un Munyarwanda comme un Munyamulenge. C'est un crime. C'est détruire toute l'histoire des Mufuliro, c'est détruire toute une histoire de la descendance de Mulenge lui-même, qui était conquis par les Bafulero entre le 13e et 14e siècle. C'est un insulte pour le peuple Mufuliro qu'un Congolais d'origine puisse identifier un Munyarwanda qu'il est d'origine congolaise, et surtout par le nom la Mulenge. Puisque les 250 tribus qui regroupent les 8 familles linguistiques avec 212 langues au Congo, il n'y a pas, avant 1908, une population qui s'appelait Munyarwanda avec un territoire. Il n'y avait pas une langue congolaise qu'on appelle Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, comme une langue, ça se trouve à l'est de la frontière de la République du Congo. Et la seule personne qu'on connaît depuis l'histoire qui parle le Kinyarwanda, c'est une population ou une personne qui est siégée au roi du Rwanda, et c'est de là même que vient le mot Kinyarwanda. Les préfixes et les mots central Rwanda avec le préfixe Kinyarwanda, ça complète, ça complète. Parce qu'il ne peut pas exister un Kinyarwanda sans Rwanda. Et il ne peut pas avoir un Rwanda sans Kinyarwanda. Et il ne peut pas avoir aussi un Kinyarwanda et un Rwanda sans Munyarwanda. Sur les trois, ça se marie. Si le Kinyarwanda fait partie des langues congolaises, c'est parce qu'il existe une population qui en parle, et non pas parce qu'il existe comme une population d'origine. Chaque population d'origine, nous ne cesserons de le répéter, existe puisqu'elle possédait un territoire propre et une nationalité propre avant leur annexion dans l'État indépendant du Congo. Les Bafulero parlaient une langue propre. Ils avaient un territoire propre, une langue propre, une tradition propre. De la même façon que les Kassaïens, les Baluba, ou les Banande, les Bahunde, les Bashi, les Barega. Ça, c'était des nationalités propres, avec des traditions et une organisation politique bien déterminée.
Mais il n'existait pas une population ou un territoire rwandais qu'on appelle Rwanda sur les sols congolais. Alors, après avoir parlé de Vandaou, nous pouvons passer à d'autres personnes. Par exemple, nous pouvons parler de George West, docteur de géographie de l'ancienne Académie royale des sciences coloniales, avec son livre Les pays d'Uvira, études de géographie sur la bordure occidentale du lac Tanganyika, publié en 1959. À la page 5, il nous donne une vision de l'espace physique de ce qu'il appelle les pays d'Uvira. À la page 5, il écrit, je cite, « Nous développerons donc celle-ci. » Il parle ici de la division administrative dans les limites de la chefferie de Vira, la plus méridionale des 3 chefferies dont se composent les territoires de Vira, les 2 autres étant la chefferie de Rundi dans la plaine de la Ruzizi et la chefferie de Bafulero qui occupe le versant ouest du lac ouest du Graben au long de cette plaine. La chefferie de Vira couvre 1200 km², dont 1000 débordent sur le plateau de Litombwe. Elle confine sur le versant occidental du plateau au territoire voisin de Fizi et de Mwenga. Les territoires d'Uvira avec ses voisins, territoires de Fizi et de Mwenga. D'emblée, nous avons un espace et sa composition humaine, même si nous devrions nous demander l'usage du mot pays. Comme nous le verrons si bas dans la Constitution de 1906 et 2011, ainsi que celle qui la précède, ce qui est intéressant est que M. West utilise le terme avant 1960, la date de l'indépendance. Tous les Congolais savent qu'avant 1960, le peuple était constitué en royaume, ou État indépendant, ou pays indépendant, puisqu'ils étaient dirigés chacun par un monarque indépendant, l'un de l'autre. En disant pays d'Uvira, nous comprenons que West ici parle de l'espace de son étude. Nous comprenons qu'il détermine que le pays en question appartient au peuple Vira ou Bavira. Les Banyarwanda ou Rwanda comme il les appelle. Encore, il utilise le mot Rwanda pour identifier les Banyarwanda. Non pas un pays sur le bord occidental du lac Tanganyika. Autrement dit, il révèle que les Rwandais vivent dans le pays de Bavira, puisqu'ils appellent les Rwandais. Il ne dit pas que les Rwandais ont un propre territoire, mais toute son étude était sur les pays d'Uvira. Et les populations qu'il étudie, il retrouve dans ces populations des populations qu'il nomme les Rwandais. Alors, le peuple que nous connaissons aujourd'hui comme les Banyarwanda étaient des Banyarwanda dans les territoires ou dans les pays de Bavira. Bien sûr, nous devons aussi comprendre qu'il ne les a pas étudiés dans les territoires de Bafulero, puisqu'il existait déjà des Banyarwanda dans les territoires de Bafulero, mais c'est plus tard qu'ils se sont déplacés pour aller dans les territoires de Bavira, ou dans les pays de Bavira. Alors, nous allons prendre quelques illustrations ici. Plusieurs centaines de milliers d'immigrants sont réinstallés dans les pays appelés les États-Unis d'Amérique, par exemple, ou dans les régions de districts précis, bien précis, au Canada, ou en Europe, ou en Australie. Mais si vous êtes installé dans les pays des Cherokee, ou des Inuits, vous ne devenez pas autochtone Cherokee. Vous ne devenez pas un autochtone Inuit. Par autochtone, nous entendons les premiers habitants d'un endroit et leurs descendants. Si, par exemple, vous vivez à Tulsa, Oklahoma, pour les gens qui connaissent les États-Unis, si vous vivez à Tulsa, dans l'État de Oklahoma, vous devez savoir que vous vivez dans la capitale des Cherokee, puisque Oklahoma, c'était la capitale de la terre Cherokee. Mais si vous allez là-bas, vous êtes immigré, vous êtes installé à Oklahoma, vous ne devenez pas Cherokee. Vous vivez sur le territoire de Cherokee, mais vous ne devenez pas de Cherokee. Même si vous vivez dans les 14 groupements Tulsa, Craig, Delaware, Mears, Manchitoc, Muskogee, Nowata, Ottawa, Rogers, Sequoia, Wagona ou Washington, vous ne devenez pas cette population-là. Vous êtes immigré américain, mais vous vivez sur les sols Cherokee. Modernement, aujourd'hui, ça s'appelle Oklahoma, mais les populations qui vivent là-bas dans ces 4 groupements savent et connaissent que nous sommes des originaires de cet endroit ici, de cet espace.
Et quand Oklahoma est devenu partie prenante des États-Unis en novembre 1908, ça n'a pas changé l'identité des populations qui vivaient là-bas. Ainsi, nous pouvons regarder les autres États, en Alaska, en Nevada. Nous savons que ces pays-là appartiennent aux populations autochtones, les Indiens américains. Si vous vivez dans ces États-là, à Nevada, à Las Vegas, à Alaska, dans la capitale d'Alaska, vous ne devenez pas une population autochtone. Vous êtes un Américain ou une Américaine, mais vous vivez sur les sols autochtones de ces gens-là. Et c'est ça la réalité des choses. Un immigrant qui vit dans chacun de ces États ne peut pas réclamer le statut d'aucun de ces peuples, quand bien même que la personne devienne un Américain ou un Canadien. Vous ne pouvez pas réclamer l'autochtonie. Vous ne pouvez pas devenir un Indien américain ou Canadien puisque vous vivez dans un territoire Cherokee, dans un territoire Inuit. Mais pourquoi ils veulent que nous, les Congolais d'origine, nous, les Bavira, Bafulero, Babembe, Bashi et Bareg, acceptent maintenant qu'ils deviennent des populations d'origine puisqu'ils vivent sur notre territoire ancestral? Deuxièmement, les Banyarwanda en RDC battent la poitrine que voilà notre territoire est Moulengue. Mais West les situe dans les pays d'Ouvira comme des Rwanda dans son livre de 327 pages. Ils ne les appellent pas des Tutsis, ils ne les appellent pas des Bahutu, ils les appellent des Rwanda, puisque c'était des sujets du Rwanda où, comprenons qu'ils sont venus du Rwanda, c'est comme ça qu'on les identifie. Et dans tout son livre, sur combien de pages? Page 4, page 57, page 80, page 92, page 97, page 100, page 111, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 128, 138, 142, 148. Toutes ces pages ne reprennent que les mots Rwanda. Ils les appellent des Rwanda. À la page 145, par exemple, West écrit « Avant l'arrivée des Rwandais et des Européens », page 45, 145. Il écrit, je cite, « Avant l'arrivée des Rwandais et des Européens, la région d'Ouvira vécut un épisode particulier de son histoire, la colonisation arabe. En d'autres mots, quand la traite des Noirs par les Arabes a commencé, le peuple Mouvira et la terre Vira, ou les pays d'Ouvira, existaient déjà. Quand les Rwandais arrivent, ils arrivent dans un espace occupé et propre au Bavira, chez Congolais. Faut-il avoir un diplôme d'histoire pour comprendre ce que West dit ici? Je ne crois pas. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Que nous avons, at least du point de vue interne, nous sommes en train de découvrir s'il existe un peuple qu'on appelle Munyamulenge. Tous les peuples qu'on voit ici, qui concernent les populations venues du Rwanda, bien sûr, nous allons regarder ce que les Banyarwanda eux-mêmes dans la partie B de cette section, quand les Banyarwanda eux-mêmes disent que nous sommes arrivés en 1904 et nous avons établi un territoire à l'intersection des territoires Bavira, Bafulero, Babembe. Mais comment est-ce qu'ils étaient appelés? Est-ce qu'ils étaient appelés un nom? Est-ce qu'ils étaient appelés Banyamulenge à ce temps-là, quand ils ont établi ces territoires? Non. Ils n'ont établi aucun territoire. Ils vivaient à l'intérieur des territoires d'autres peuples. Et puisqu'ils vivaient à l'intérieur d'autres peuples, ils avaient une identité propre. Et cette identité s'appelle Banyarwanda. Alors nous nous arrêtons ici. Nous allons continuer la prochaine fois pour essayer d'éclaircir encore en reprenant les écrits des Banyarwanda eux-mêmes. Alors je crois que vous pouvez lire l'extrait, essayer de faire une critique, essayer aussi de s'abonner ou de souscrire à notre chaîne et essayer d'envoyer à vos amis pour que quand même les gens puissent connaître quand même l'existence des populations d'origine congolaise et l'existence des populations du Rwanda devenues des Congolais sans territoire. Et aujourd'hui, ils se battent pour qu'ils aient un territoire ancestral. Et nous savons leurs projets d'avenir. Ils veulent qu'à la fin, ce territoire deviendra partie prenante d'un Tutsi-land. Mais c'est ce que nous faisons. Comme ils éduquent leurs enfants, nous sommes à eux aussi de nous éduquer
l'histoire ne sera pas changée puisque les Banyarwanda vivent sur le sol congolais.